sur le magazine financier Investir, une émission que nous connaissons pour chaque samedi à côté de 4 heures dans plusieurs stations à travers le pays et la télévision, capable de regarder n'importe quelle heure d'Indien sur Profil TV, qui est sur YouTube, qui est sur plusieurs plateformes. Donc, on est fait Google, taper Profil TV, aller sur YouTube, Profil TV, il y a des possibilités pour nous voir émission ça. Surtout, secteur des affaires, on ne va pas parler seulement de grandes entreprises, mais de petites et micro-entreprises, pour que l'on connaisse côté gouvernement des intentions de dépenser l'argent et que l'on confirme de consultation, si le gouvernement veut acheter ce service-là, qu'on confirme qu'il est même avant technologie, information et communication, que son firme construction, que c'est le manger pour rien, que c'est de l'eau à bonne qui a sali, eh bien 324 milliards de ça, il faut regarder trace et pour capable participer là-dedans. Vous comprenez que le budget, c'est l'exécutif qui fait, mais un paquet d'organismes qui est extrêmement important, de CNMP là, Conseil national des marchés publics là, pour publier les données, pour gagner et sa compétition. Donc, tout le monde a la même information. Donc, on va asymétrie de l'information en économie. Donc, le monde qui n'a pas d'information, il n'est pas capable de prendre de bonnes décisions. Et le gouvernement a pour rôle comme arbitre, il n'est pas supposé favoriser personne par rapport à eux. Et ça fait que la bataille, ça va prendre depuis des années dans les pays, à savoir, longue information, et bien, on va avoir une meilleure connaissance et on est capable de prendre une meilleure décision en quelque sorte pour le business et le bon pour l'État tout. Lorsque plus d'entreprises sont capables de participer, leur implémenter, exécuter le budget, parce que l'État va entrer taxe. Nous, elles sont celles vertueux que nous sommes capables de créer. Lorsque l'argent peut aller dans pile de main, et toute main ça même à retourner l'argent à l'État tout. Donc, partie de dépenses qui fait là et qui va faire que nous sommes capables de mieux arroser les jardins et situation capable d'évoluer. Dernière partie de l'émission, nous allons, dans le cas d'études que nous allons faire en général, BFM TV qui sont chaîne française, et son sujet d'importance parce que il y a un travail que beaucoup ça se réalisé pendant 30 dernières années, c'est particulièrement développer la culture économique et financière. On va suspendre remercier Thomas Laline qui a attiré l'attention sur 33 ans que nous fait après réaliser le travail ça dans le pays. Et nous croyons que la France pas bien avant passer sur ça, cette culture, cette vulgarisation. Et c'est ça que nous avons partagé avec eux. Pas oublier que nous sommes ancienne colonie française. Donc, pour gagner, ça ne pas capable de francophone versus anglo-saxon. Nous allons regarder un pays comme Jamaïque, lui-même qui est beaucoup plus avancé dans l'éducation financière, particulièrement dans l'investissement. Et les nouvelles de développement qu'on a fait là, de plusieurs livres que j'ai écrits en France et pour développer l'émission ça, petit manuel d'éducation financière, l'économie étant vraiment si nulle, c'est la France qui a posé cette question. L'entrée dans les boulots à nos ancêtres, mais nous connaissons réellement qui ça, quand on comprend bien, à bon, ici là, sa culture ça représente également. Également parler au pari que vous allez aimer l'économie et comment devenir un crack en économie, c'est plusieurs livres qui sont écrits en France et que vous allez partager l'idéal. Alors, pile petit point commun avec nous en Haïti parce que nous gagnons certainement à travers l'histoire une bagaille que nous sommes capables de lire, influence profonde qui est très fort par ici dans nous-mêmes. Donc, les questions ne pas poser, nous allons parler de l'argent, côté que là, nous avons toute une discussion, même pas l'aise me poser parce que nous marchons dans l'église catholique, mais nous connaissons que protestants, et c'est plus facile de parler de l'argent que catholique. Catholique, quand on ne va pas batailler pour l'argent sur la terre, et nous y vont l'air, la pile. Même malgré que nous sommes catholiques, moi, je pense que quand on parle de l'argent sur terre, on ne pas dire qu'on va bon l'air. Donc, c'est tout élément culturel ça, que nous allons attendre là, à savoir comment pour que le ministère de l'Éducation nationale travaille avec des acteurs qui ont fait éducation économique et financière. Nous connaissons Profil fait travail ça dernièrement avec l'université Kiskeya. Nous avons prôné tout le travail ça en place pour que nous ayons l'autre comportement, parce que ce comportement influencé comment nous allons vivre dans la société. Donc, en dedans de ça, un gros débat qu'a fait en France qui a un retard considérable dans la culture économique et financière et à essayer de résoudre le problème. En nous suivre.
Les Français sont-ils nuls en économie? Pourquoi sont-ils aussi rétifs au risque pour investir la montagne d'épargne sur laquelle ils sont assis? Comment mieux diffuser la culture économique et financière? Lutter contre les idées reçues qui polluent les débats publics? Réponse avec nos trois invités. Anne-Claire Benevot, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anne-Claire, vous avez fait carrière dans la finance, dans le business, et puis vous avez décidé de fonder la plateforme d'éducation financière SPAC et vous publiez le petit manuel d'éducation financière aux éditions de Bock Supérieur. Marc-Olivier Strauss-Kahn et Anthony Benamou, bonjour. Vous êtes tous les deux co-auteurs de On parie que vous allez aimer l'économie. C'est publié chez Ellipse. Marc-Olivier Strauss-Kahn, vous êtes enseignant, directeur général honoraire de la Banque de France. Anthony Benamou, vous êtes vous aussi enseignant en économie et président de Agir pour l'éducation économique des enfants. Je vais vous poser la même question à tous les trois pour commencer. Anne-Claire Benevot, pourquoi les Français sont-ils nuls en économie? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont si nuls que ça en économie? On dirait qu'ils sont nuls en économie, oui, parce que clairement, ils ont un niveau moyen sur l'économie. Et dans les études qu'on a menées récemment avec OpinionWay pour SPAC, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont seulement à peine un quart, en fait, à maîtriser les sujets financiers qui concernent leur quotidien et la gestion du budget. Donc, on a clairement une marge de progression. Anthony Benamou. Ils se disent nuls en économie, mais en tout cas, ils sont intéressés par l'économie. C'est aussi un sujet qui est important, c'est qu'ils éprouvent un intérêt pour l'économie. Ils se disent aussi mal informés sur toutes les questions économiques. Donc, c'est aussi le rôle des économistes, des enseignants, des entrepreneurs, de faire en sorte qu'ils soient mieux informés sur les questions économiques. Alors, quand on dit les Français sont-ils nuls en économie, d'ailleurs, on pourrait se dire même la vraie question, c'est est-ce que finalement, ils sont plus nuls? Est-ce qu'il y a un problème français? Est-ce qu'ils sont plus nuls que les Espagnols, les Allemands, etc. Marc-Olivier Strauss-Kahn, dans votre carrière de banquier central, vous avez fréquenté, vous êtes allé dans tous les grands pays. Comment vous avez perçu la culture économique un peu partout? J'ai constaté que en France, on n'était pas si nuls que ça. On est dans la moyenne, ça a été dit par Claire. Et surtout, les Français ont peur de l'économie. Ils la trouvent rébarbative. Ils trouvent ça ennuyeux. Donc, ils ne la creusent pas. Après, il y a peut-être un problème un peu plus général qui est la formation en mathématiques. Et souvent, l'économie est présentée de façon très mathématisée, ce qui n'est pas du tout l'approche qu'on a adoptée. Et donc, ça contribue aussi à cette réticence des Français. Alors, Anne-Claire Benevot, la conséquence de cette réticence à aller vers l'économie, c'est que dans d'autres pays, il y en a qui sont obligés de s'intéresser à l'économie. Quand vous êtes, par exemple, américain, que vous devez financer votre retraite, et là, je pense à l'épargne, on se dit, le Français, finalement, avec sa retraite par répartition, il est tranquille, alors que l'Américain, il est obligé, quelque part, de s'intéresser à l'économie pour payer sa retraite. Est-ce qu'il y a une spécificité française? Pourquoi les Français ont aussi peu de goût à investir dans l'épargne, j'ose même pas dire risquée, mais disons dans l'épargne dynamique? Alors, je pense qu'il y a un sujet effectivement culturel et vous l'avez rappelé par rapport à des obligations même en matière d'investissement et de finances et d'épargne dans l'histoire des Français. Maintenant, ce qu'on voit, pour rejoindre mes camarades, c'est qu'il y a un vrai changement de paradigme chez les plus jeunes. On voit un véritable intérêt, une vraie curiosité pour ces sujets et une envie de s'investir et de creuser ces thématiques-là beaucoup plus fortes. Notamment par les contenus qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on arrive avec des solutions pédagogiques, je dirais, vérifiées et sérieuses, parce qu'on sait qu'on peut y trouver des choses très bien faites, mais aussi parfois de grosses bêtises. Donc c'est important de s'informer auprès de médias vérifiés ou de personnes qui viennent du secteur. Alors, messieurs les professeurs, commençons la leçon. Est-ce qu'il y a des lois de l'économie et de la finance qu'il faut absolument connaître? Quelles sont les règles économiques que tout le monde devrait connaître? Alors, Anthony. C'est intéressant que vous parliez de lois en économie parce que les premiers économistes, les premiers grands théoriciens de l'économie, Ricardo, Adam Smith, disaient qu'il y avait des lois naturelles qui s'appliquaient à tous les hommes et que les sociétés étaient régies par ces lois naturelles. C'était notamment la main invisible ou bien la loi des rendements décroissants dans l'agriculture. Toutes ces lois, en fait, elles avaient un aspect assez dogmatique. C'était des économistes qui avaient en tête une idée bien précise de là où ils voulaient en venir et donc ils
il se servait de ces lois en question. Les grandes lois aujourd'hui, je pense, qui régissent l'économie et qu'il faut connaître, il y en a deux, à mon sens. Il y a premièrement la loi de l'offre et de la demande, qui permet de comprendre notamment le niveau des prix. Quand on voit que des prix, par exemple, sont très très élevés pour certains actifs, on se dit il y a peut-être une bulle, etc. C'est vrai, sauf que ce prix-là, il résulte bien d'un équilibre entre, à un moment donné, un nombre de personnes qui souhaitent acquérir un bien et puis un nombre de vendeurs. Enfin, la deuxième loi qui me semble importante, et je dis ça très rapidement, c'est, vous parliez de culture du risque, c'est le fait qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Ouais. D'ailleurs, la martingale, ça n'existe pas, quoi. Non. Alors, pour poser la question autrement, Marc-Olivier Strauss-Kahn, est-ce qu'il y a des idées reçues qu'on sent prégnantes chez les Français et qu'il faut absolument combattre? Alors, je vais prendre un sujet d'actualité. Il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui croient que la dette, ça n'a pas d'importance. La dette publique en particulier, parce que les États se refinancent régulièrement. Et ceux qui, au contraire, disent que tout est catastrophique et qu'on ne pourra pas s'en sortir. Dans le cas français, et sans aller trop dans le détail, on a une dette sur PIB qui s'est élevée de façon très importante pendant les crises, la pandémie. Les gens mouraient, il fallait bien donner de l'argent pour que l'économie puisse fonctionner comme s'il était en coma artificiel. Et puis la dérive, elle est arrivée après. Le risque, c'est maintenant. Parce que les étrangers possèdent à peu près 54% de notre dette. Le reste est réinvesti en France. Et ils peuvent faire monter les taux d'intérêt. Et on a vu ça juste après la dissolution. Qu'est-ce que vous dites aux Français à qui on dit depuis 40 ans que la situation des finances publiques est catastrophique? Rappelez-vous François Fillon en 2007 qui dit « Je suis à la tête d'un État en faillite », qui voit que finalement tout va toujours très bien, que les taux d'intérêt ne bougent pas tant que ça, qu'on nous dit en permanence qu'il n'y a pas d'argent, que quand arrive le Covid, allez hop, alors là, l'argent on en trouve facilement. C'est quoi les arguments pour dire mais la nécessité, l'urgence de réduire les déficits publics? Juste pour commencer, et puis ça sera complété, actuellement, ce qui compte, c'est la dette sur le PIB, la production qu'on a, notre capacité à payer la charge d'intérêt. On a une production intérieure brute nominale, la croissance, le flux de richesse qu'on crée chaque année, qui fait à peu près 3%. 1% de réel, parce que c'est trop bas, on va en reparler, et à peu près 2% pour l'inflation, une fois qu'elle est revenue à son niveau. Donc il faut que le déficit ne soit pas supérieur à 3%. Et on est à 6%. Donc il faut clairement nettoyer, couper dans certaines dépenses et ne pas hésiter à augmenter certains impôts. Anne-Claire Benvaux, pareil, même question pour quelqu'un qui veut s'occuper un peu de la gestion de son argent. C'est quoi les 2-3 règles à ne jamais oublier? Alors, la première, on nous pose évidemment souvent la question, c'est la diversification. Il est hyper important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On ne répète jamais assez, il faut le redire et le redire. Donc, on peut être très intéressé, par exemple, par des nouvelles classes d'actifs. Je pense notamment aux crypto-monnaies qui ont eu beaucoup de succès ces derniers mois. Voilà, il faut penser à ne pas tout mettre dans le même panier. La deuxième règle, c'est de... sur des actifs risqués, éviter d'investir une somme dont on aurait absolument besoin. Donc, pas oublier cette règle-là. Et enfin, quand on démarre avec l'épargne, c'est d'abord l'épargne de précaution. Donc, se constituer une épargne d'environ 3 mois de salaire pour ceux qui ont un salaire qui permet de réagir en cas de coup dur. Et c'est quoi les erreurs les plus fréquentes commises par les apprentis épargnants, entre guillemets? Moi, ce que je constate souvent, c'est qu'on peut tomber dans le panneau de promesses un peu trop belles pour être vraies, par nécessité financière ou par méconnaissance du sujet. Et il est vrai qu'on a vu beaucoup de contenu là sur les réseaux sociaux ces dernières années, faire des raccourcis, promettre des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Donc voilà, si c'est trop gros pour être vrai, c'est que ça n'est pas vrai, il faut se méfier. C'est le couple rendement-risque dont on parlait tout à l'heure. Mais est-ce que quand même, alors vous aviez commencé à en parler, Anne-Claire, est-ce que les réseaux sociaux, ça n'est pas quand même un outil formidable pour intéresser les jeunes à l'économie, Anthony? Bien sûr que les réseaux sociaux sont un outil formidable. Après, il y a plusieurs choses sur les réseaux sociaux. Il y a des choses sérieuses, des choses un peu moins sérieuses. Donc, il faut aussi savoir faire le tri et garder ces règles dont vous parliez, Anne-Claire.
ces règles de base qu'il n'y a pas il n'y a pas de martingale, pour reprendre votre expression aussi, Emmanuel. Il n'y a pas de martingale pour gagner de l'argent du jour au lendemain. Est-ce que l'éducation nationale aussi joue le jeu? C'est-à-dire, est-ce que c'est facile? Alors bon, on voit bien qu'il y a certains niveaux à partir desquels il y a un peu de cours d'économie, mais est-ce que c'est facile de venir dans les écoles parler? Je sais qu'il y a eu des banques, il y a eu des initiatives où les banques venaient parler dans les écoles, ça a fait des levées de boucliers, etc. Est-ce que c'est facile d'aller à l'école expliquer l'économie et la finance? Alors, pour prendre un petit peu un exemple de ce que je fais avec A3E, donc Agir pour l'éducation économique des enfants, tout vient en réalité du directeur de l'école. En fait, c'est le directeur qui donne l'impulsion. Et on constate qu'on peut avoir parfois une récalcitrance de la part des enseignants. Ah, on va venir nous parler d'économie, mais c'est pas le moment. Pourquoi on vient faire ça? C'est pas dans le programme, etc. Donc, il faut réussir à avoir l'impulsion du directeur d'établissement pour pouvoir venir parler d'économie dans l'école. Effectivement, c'est pas facile. Mais une fois qu'on le fait une fois et qu'on le fait bien, on a en général un bouche à oreille qui peut s'installer entre les écoles. Et puis, on a aussi des enfants qui sont très, très heureux, très satisfaits. Et le retour client, entre guillemets, il compte énormément. Marc-Olivier Strauss-Kahn, vous emmenez les enfants Un complément, j'emmène des enfants, j'emmène ma petite fille cette semaine. Là, parce que vous êtes à l'origine aussi de ce qu'a créé la Banque de France. Parce que un des points, c'est quand même aussi, je vais vous les demander tout de suite, vos conseils pour apprendre l'économie en s'amusant. Et alors vous avez créé... J'ai supervisé la création d'un endroit cité de incroyable. l'économie. Voilà, Citéco, la cité de l'économie qui est à Paris. Et puis, il y a un site web, j'en profite pour faire la publicité, citéco.fr, qui permet virtuellement de découvrir beaucoup de choses. Et donc, l'idée de base, c'est découvrir l'économie en s'amusant, avec des jeux, avec des vidéos ludiques. Et le là, tout dans un ancien bâtiment, dans un ancien bâtiment magnifique, de la Banque de France, néo-gothique, restauré, ouvert maintenant au public grâce à ça, totalement numérisé. Et là, ça me permet de compléter. Le ministère de l'Éducation nationale travaille avec nous. Il y a des occasions où on peut se compléter les uns les autres. Ils nous aident. Il y a la Banque de France qui fait aussi, j'en parle un peu, même si je n'y suis plus, le passeport financier pour les collégiens, parce que le problème, c'est la continuité. Il faut démarrer aux enfants, il faut continuer avec les collégiens. Notre livre, c'est plus les étudiants, les terminales, les entrepreneurs, les gens déjà intéressés. Vous, si j'ai bien compris, c'est plus les gens qui démarrent parfois. Alors, nous, chez SPAC, on a voulu prendre le problème par la base, c'est-à-dire s'adresser vraiment aux non-initiés. Donc, effectivement, on traite dans ce guide de définition sur des grandes questions économiques dont on entend parler au quotidien dans les médias, et aussi des sujets pratiques autour de la banque au quotidien, comme on dit, ou qu'est-ce qu'une assurance vie, enfin voilà, des choses assez simples. Pour en revenir au sujet de l'éducation financière à l'école, je pense qu'on ne peut pas tout demander non plus à nos enseignants. Donc, il y a déjà cette démarche du passeport EducFi que vous avez mentionné. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, Anne-Claire, c'est pas de leur demander de faire ça, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont réticents à laisser rentrer dans l'école des gens qui sont des praticiens de l'économie pour venir parler au quotidien d'argent et d'économie. Réticents, je ne sais pas. Je pense qu'il peut y avoir des levées de boucliers, mais qui peuvent peut-être s'expliquer aussi par le fait que la proposition est récente. Ça a été généralisé l'année dernière. Ça s'accompagne. Moi, je reçois aussi des sollicitations pour venir intervenir dans des écoles. J'en ai encore une la semaine dernière. Donc, bon, je n'ai pas de statistiques à proprement parler pour vous dire si c'est bien accueilli, mal accueilli. Maintenant, nous, chez SPAC, on s'est vite dit que c'était d'abord une responsabilité des professionnels du secteur et que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille essentiellement avec des grands acteurs bancaires, des grands groupes assurantiels pour proposer des programmes de pédagogie financière à leurs clients. Et il y a tout un tas d'initiatives en ce moment qui émergent autour de ça pour les plus jeunes, les moins jeunes, etc. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à votre question, c'est le côté ludique de la démarche. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos ouvrages, je pense, ont ce côté, ce ton décalé, accessible. C'est essentiel parce qu'on nous dit toujours la finance, c'est pas accessible. Vous jargonnez, on comprend rien, c'est trop technique, c'est trop cher. Et donc finalement, le public, quand on mène des études et
qu'on leur demande leur avis, ils nous disent « mais moi, ça m'intéresse ». Donc, ils sont une grande majorité à vouloir mieux s'informer sur l'économie et la finance. Mais ils trouvent que ces sujets ne sont pas accessibles, même par les moyens, les outils, via les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est pas ça. En effet, les réseaux sociaux, il faut juste y mettre le bon contenu avec le bon format pour que ça atteigne la bonne personne. Alors j'en profite d'ailleurs, je vous présente cette revue que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Easy Book Junior. Alors voilà, avec Easy, découvre et économise en t'amusant. Je vous donne le sommaire, comprendre la valeur de l'argent, différencier les achats besoins des achats plaisirs, réaliser mes premières économies. Voilà, et c'est écrit et c'est publié par Easy Web, c'est pour les 7 ans et plus, et puis je crois qu'il y a les catégories supérieures. Donc il y a quand même beaucoup d'outils qui se développent. Et je suppose qu'il y a des images dedans, Ouais. parce que c'est comme ça qu'on parle aux enfants. Voilà. Et on parle à tout le monde Beaucoup de jeux, mieux. beaucoup d'images, ça ressemble à un petit cahier de vacances, économie, très sympa. Et on Très parle sympa. beaucoup mieux d'économie avec des images. Et c'est pour ça que nous, systématiquement, on a pris des images, soit qui sont dans le livre lui-même, la couverture qui représente un faucon et une colombe, parce que c'est deux façons opposées oui. de voir l'économie, l'une rigoriste, l'autre plutôt arrangeante. Vous auriez pu mettre le taureau et l'ours aussi. Hein. Ça, c'était plus pour la finance. Hein, ça aurait été plus pour Claire. On a l'image classique du dentifrice, qui est l'image de Classique, l'inflation. Et une fois que le dentifrice est hors de son tube, c'est très difficile de le faire réentrer, Alors etc. tiens, bah justement, vous parlez de l'inflation, Marc-Olivier Strauss-Kahn, vous qui êtes banquier central. C'est quoi le rapport qu'entretient un banquier central avec la théorie économique ? Est-ce que c'est présent dans votre quotidien, quand vous prenez des décisions ? Est-ce qu'on parle beaucoup d'économie, par exemple, autour de la table du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne et à la Banque de France ? Est-ce que vous parlez en permanence d'économie ? Elle est infuse, diffuse. Elle est connue par tout le monde. Personne ne va faire une leçon magistrale sur une théorie économique. Il pourrait y avoir une référence. Ouais. Dans des discours aussi, c'est le cas. Donc c'est quelque chose qui doit avoir été intégré, parce qu'au-delà des théories, ce qui compte, c'est la pratique. Et vous connaissez la formule, hein, en théorie, la théorie et la pratique, c'est pareil, mais en pratique, c'est pas le cas. Ouais, mais il n'y a pas des discussions genre oui, mais la théorie de machin dit que l'impact de la baisse des taux sur tel... Non ? Les orateurs se l'approprient. D'accord. Et à ce moment-là, il faut dire qu'il faut reconnaître des choses. Moi, quand j'ai appris l'économie, on m'expliquait qu'on ne pouvait pas avoir des taux d'intérêt négatifs. Ouais. Parce qu'on pouvait toujours placer son argent en billets, les billets, en un taux zéro. Et puis, en fait, on a découvert qu'on pouvait crever le plancher des taux d'intérêt, qui est d'ailleurs une image qu'on a aussi dans notre livre, qu'on a demandé à l'intelligence artificielle, et qui nous a curieusement représenté un économiste, un banquier central, qui est l'ancien chef économiste de la BCE, Peter Pratt, qui, enthousiaste quand on lui en a parlé, a fait la postface. On avait eu la chance d'avoir la préface par Christine Lagarde. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais votre avis, parce que c'est fondamental en économie, c'est la confiance. Anne-Claire Benveau, j'ai envie de vous demander finalement, c'est compliqué de faire confiance quand on veut placer son épargne. À qui on fait confiance ? Sur quels critères ? La confiance, elle vient déjà de la connaissance. Et donc, quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est louable de voir toutes ces œuvres de pédagogie émerger. Au-delà de ça, on voit dans cette notion de confiance aussi que parfois il y a une trop grande confiance. Et il y a une étude de l'OCDE qui a été commandée par l'AMF là, récemment sur les profils des nouveaux investisseurs en France. Et depuis la pandémie, on voit qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus jeunes et que pour pas mal d'entre eux, chez les plus jeunes, ils se surestiment en termes de connaissances financières. Donc la confiance, c'est bien, mais il faut d'abord se former, s'informer. Et je rappelle qu'on parle de conseillers financiers, de conseillers bancaires. C'est des métiers qui sont encadrés, donc il ne faut pas hésiter à aller poser des questions aux professionnels. Quel est le pire cauchemar en économie
pour vous, enseignants, pour l'épargne. Contre quoi les Français, qu'ils soient épargnants, consommateurs, etc., doivent se prémunir le plus possible? Quelle est la situation économique la plus compliquée? Alors, pour un économiste, le pire cauchemar, c'est la déflation. Ouais. Peut-être pas pour un Français qui ne serait pas économiste. Si on interroge les Français, ils seraient peut-être beaucoup plus heureux dans un monde où les prix diminuent. Mais c'est là aussi où on a, nous, notre rôle, les économistes, de leur expliquer que si on entre dans ce processus de diminution auto-entretenue des prix, on va entrer surtout dans une spirale infernale de baisse des prix et récession économique. Donc ça, c'est à nous, les économistes aussi, d'informer sur les dangers de la déflation. Donc, pour répondre très clairement à votre question, Emmanuel, c'est la déflation. Anne-Claire Benveau, il y a un point qui m'a frappé dans votre livre. Vous citez une expérience. Parce qu'en économie, une des raisons pour lesquelles on n'est souvent pas d'accord et qu'il n'y a pas vraiment de théorie absolue, c'est que c'est difficile d'expérimenter. Il n'y a pas de laboratoire. Et il n'y a pas de laboratoire. Sauf que vous citez une expérience, alors ça s'appelle le miracle de Vorgel. Racontez-nous cette expérience. Alors oui, ça fait partie des anecdotes, parce que dans le livre, vous allez retrouver à chaque thème une anecdote. Ça permet d'illustrer de manière très pratique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la réalité de l'économie et pas juste la théorie. Et c'est comment on a utilisé justement la monnaie pour permettre de répondre à une crise dans cette ville. Et d'ailleurs, il y a eu un film sur le sujet, je vous invite à le regarder, c'est très intéressant. Et ça me permet de rebondir sur Et donc, cette... c'était quoi l'expérience concrètement? Alors, l'expérience, ça a été de revaloriser la monnaie. Donc, Ouais. ça a été vraiment... Enfin, on parlait de confiance tout à l'heure. La confiance dans la monnaie et les cryptoactifs, on va peut-être en parler aussi. C'est un pari. Enfin, c'est un accord entre nous. Donc, on fait confiance à une monnaie. Donc là, il y a une expérimentation qui a été mise en place pour permettre à cette ville donc de se sortir d'une crise. Alors, ça a été temporaire, hein, il faut bien le savoir. Et ça a été mis en place donc, une monnaie dont la valeur baissait de 1% par mois. Oui, c'est... Oui. D'où, c'est inédit. Il y a pire, hein. Oui, mais d'où effectivement l'incitation à dépenser, etc. Alors, vous parliez des crypto-monnaies. Venons-en aux crypto-monnaies. Comment alors ne prenez pas mal mon expression, mais comment des vieux économistes, entre guillemets, du monde d'avant parlent de cette innovation majeure à des gens qui ne connaissent pas l'économie? Marc-Olivier Strauss-Kahn, les crypto-monnaies qu'elles regardent, ou crypto-actifs. D'abord, je vais dire crypto-actif, voilà, parce que d'accord. c'est un actif Ouais. qui n'a pas les caractéristiques, en tout cas à ce stade, de la monnaie. Alors, il y a, c'est un peu compliqué à raconter, hein, il y a quelque chose qui a été créé, tout le monde le connaît, le Bitcoin, en moment où le système financier était fragilisé en 2008, et on a dit que c'était un manque de confiance dans les banques centrales. Pas du tout. À ce moment-là, les Français, comme les autres, ont retiré des billets dans les machines à distribuer pour avoir la sécurité que constitue le billet, parce qu'ils ont confiance dans le billet. En tout cas, dans la plupart des pays avancés. Mais en même temps, a été créée une technologie qui s'appelle la blockchain, ou la chaîne de blocs, qui permet de décentraliser des opérations, et les deux sont mélangés. La blockchain, c'est une technologie positive qui est utilisée par les banques centrales, mais qui ne peut pas, à ce stade de la connaissance, s'appliquer à trop de contreparties. Or, la monnaie, elle a cette caractéristique de devoir être utilisée par beaucoup de monde. Plus elle est utilisée, plus c'est rentable. Un billet, par exemple, pour prendre cet exemple, il a un petit coût, mais plus il est utilisé entre les gens, et plus son coût par rapport, son rapport bénéfice-coût baisse. C'est l'inverse pour les cryptoactifs. Donc, c'est plutôt des actifs spéculatifs, sans que spéculatifs doivent être une opprobre sur les gens. Simplement, ils se disent, je vais gagner de l'argent. Mais ils ne se rendent pas compte que s'ils gagnent de l'argent, ils peuvent aussi beaucoup en perdre. Anthony Benhamou, le cryptoactif, comment vous expliquez ça? Je pense qu'il y a aussi un phénomène de mode sur les cryptoactifs. Si on parlait tout à l'heure des populations les plus jeunes, celles qui sont notamment sur les réseaux sociaux, il y a un véritable phénomène de mode. On a une volatilité extrême aussi sur les cryptos. On voit que les premières personnes qui ont acheté des bitcoins sont potentiellement millionnaires aujourd'hui, voire plus, multimillionnaires peut-être. Donc il y a aussi cet effet de mode, c'est peut-être
peut-être même une bulle spéculative derrière tout ça, puisque vu la volatilité, il y a déjà des personnes qui ont déjà perdu pas mal de choses et pas mal de capital. Donc je pense que ce qui fait que ça se développe bien, au-delà de tout ce que tu as dit, et tout, Marc-Olivier, c'est aussi cette possibilité de pouvoir gagner vite beaucoup d'argent. Anne-Claire, on voit bien la fascination justement de gens qui n'ont jamais épargné beaucoup et qui voient cet actif arriver, des gens gagner énormément. Ouais, il y a l'effet. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Il y a l'effet nouveauté, et puis je pense que, je viens de ces métiers de la communication et marketing dans le secteur financier. Il y a eu aussi, pendant la pandémie, de force communication et marketing sur ces nouveaux instruments et de manière très efficace. Donc, il ne s'agit pas d'interdire, c'est bien d'avoir cette curiosité, de effectivement s'informer. Maintenant, ça ne doit pas être le seul actif à considérer, effectivement, pour investir. Et vous l'avez dit très justement, là, on est dans la spéculation, donc c'est déjà des très hauts niveaux de risque avec une forte volatilité, prudence. Je ne peux pas résister à l'envie d'ajouter un point, c'est que quand on investit dans un bitcoin ou dans d'autres, ça n'est pas réinvesti dans l'économie. Donc c'est une ressource qui est stérilisée. Et ça, pour l'économie, c'est quand même un problème. Oui, même si la personne, à titre individuel, va gagner ou perdre. Mais l'économie, je ne vois pas ce qu'elle y gagne. C'est le grand débat, c'est la question de l'utilité des cryptoactifs et de ces différentes blockchains qui est posée. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle donc vos 2 livres, Anthony Benamou, Marc-Olivier Strauss-Kahn. On parie que vous allez aimer l'économie. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour ça, vous allez voir. C'est très ludique, c'est aux éditions Ellipse. Et puis, le petit manuel d'éducation financière de Anne-Claire Benvaux par SPAC, le site qui décrypte l'actualité économique. C'est aux éditions de Boeck Supérieur. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. J'espère que nous apprenons un pile dans l'émission ça, que ce soit ça qui passe dans l'autre pays et comment pour nous protéger tête nous. C'est pas seulement garder croissance là, mais il y a un risque. Et Haïti, pendant les 50 dernières années, on va exagérer, et les risques de cycloniques, les risques de tremblement de terre, les risques d'inondation, fait que le pays a plus pauvre. Si je dis nous parlons de croissance économique qui est aussi élevée, c'est parce que nous va prendre des mesures pour minimiser, pour évaluer, pour calculer les risques. Et bon métier, le risque manager. Donc, nous avons besoin de ça également dans le pays d'Haïti, pour que nous prenions une décision que le niveau macro, du national là, que le niveau micro, en entreprise, qu'on ait que le risque existe. Et il y a tout type de risques, des astres naturels, des risques également, des astres économiques et financiers, risque de change, risque choc exogène, nous avons risque santé dernièrement avec Covid. Donc, tout ça, c'est pour nous prendre en considération parce que gouverner, gérer, ce n'est pas un mess à faire pour nous. Et ensuite, nous avons aller également sur le budget, attirer attention à l'entreprise pour tendre ce qui va passer dans le budget. Il y a un site ministère des Finances qui va imprimer l'information, et nous avons des directeurs budget qui nous les grands chantiers en quelque sorte. Et nous définir un sujet qui intéresse nous, à savoir comment développer la culture économique et financière. Son travail que le groupe Croissance a fait depuis 30 ans dans le pays. Et nous avons appelé que le groupe Croissance a supposé un gros événement qui a fait du côté de Montréal. Donc, après la Floride, c'est Montréal du côté du Canada, les 15, 16 et 17 novembre, que nous allons faire des échanges avec la communauté haïtienne qui vit dans le pays Canada, comment nous capable de porter support pour payer ça une chance dans la gestion face à des risques, également comment nous sommes capables de faire opportunité. C'est un grand plaisir. Nous remercions. À la semaine prochaine.